Les impôts en France, oh, c'est un sujet qui déchaîne les passions, n'est-ce pas? On a tous un avis, souvent bien arrêté. Mais et si on mettait un peu de côté les slogans pour regarder ce que disent vraiment les chiffres? Qui, en France, porte réellement le poids de l'impôt? C'est la grande question qu'on va décortiquer ensemble. Et comme on va le voir, la réponse qui se cache dans les données est bien loin des idées reçues qu'on entend partout. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce graphique, il est essentiel. Il montre comment trois grandes catégories sont taxées, le travail, la consommation et le capital. Regardez bien la ligne orange, celle du travail. Elle se détache, et pas qu'un peu. C'est vraiment le premier indice clé pour comprendre toute l'architecture de notre système. Pour bien comprendre la réalité des chiffres, il faut d'abord décortiquer un peu le mythe. Alors commençons par le débat public, celui qu'on entend tous les jours dans les médias. On connaît la musique, c'est un peu un dialogue de sourds. D'un côté, on a ceux qui crient à la spoliation, et de l'autre, ceux qui réclament plus de contributions des plus aisés. Mais cette opposition, aussi médiatique soit-elle, elle passe en fait à côté de l'essentiel, la structure même de notre système fiscal. Et justement, pour analyser cette structure, il faut repartir de la base. De quoi parle-t-on exactement quand on dit les impôts en France? Eh bien, le terme technique, le vrai, c'est prélèvement obligatoire. Ça englobe absolument toutes les contributions qu'on verse pour financer nos services publics, que ce soit l'école, la santé, les routes, tout. Et ces prélèvements, ils se divisent en trois grandes familles. D'abord, les impôts au sens strict, sur le revenu, le patrimoine. Ensuite, les taxes, comme la TVA qu'on paie sur nos achats. Et enfin, les cotisations sociales. Et là, attention, c'est un point crucial. Les cotisations, ce n'est pas un impôt comme les autres. Elles ouvrent des droits directs, à la retraite, à l'assurance maladie, au chômage. En fait, c'est une forme de salaire différé qu'on met en commun pour se protéger les uns les autres. Alors, comment se répartit ce grand gâteau des prélèvements? Eh bien, en 2024, c'est assez simple. C'est grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Donc, les cotisations sociales et les taxes sur la consommation pèsent aussi lourd, voire plus, que les impôts sur le revenu et le patrimoine, alors que c'est de ces derniers dont on parle tout le temps. Et si on zoome un peu plus, on voit que 4 piliers rapportent à eux seuls 70% de toutes les recettes. Lesquels? Les cotisations sociales, la TVA et la CSG, la fameuse contribution sociale généralisée, ce sont eux les vrais moteurs financiers du pays. Et l'impôt sur le revenu dans tout ça, celui qui fait couler tant d'encre, qui est au cœur de toutes les polémiques? Eh bien, regardez bien ce chiffre, il ne représente que 8% du total. Oui, seulement 8%. C'est ça le grand paradoxe de notre débat fiscal. Toute l'attention est focalisée sur une part finalement minuscule du système. La conclusion qui s'impose, elle est assez claire. Notre système fiscal est massivement conçu pour taxer le flux, c'est-à-dire l'argent qui circule tous les jours via le travail et la consommation, et beaucoup moins le stock, c'est-à-dire la richesse qui est déjà accumulée, le patrimoine. Bon, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va suivre la piste de cet argent, parce que c'est bien beau de payer, mais qui encaisse ces milliards au final? Et là, c'est une autre idée reçue qui tombe. On s'imagine souvent que l'impôt va dans les caisses de l'État. En réalité, l'État central, lui, ne reçoit que 30% du total. Le grand, l'immense bénéficiaire, avec 56%, c'est notre sécurité sociale. Cet argent finance donc directement et massivement nos retraites, nos soins de santé, nos allocations familiales. Cette citation, elle résume parfaitement ce choix de société. Le taux de prélèvement élevé en France, ce n'est pas juste le signe d'un État qui dépense sans compter, c'est avant tout celui d'une socialisation massive des risques de la vie. En clair, on paye collectivement ce que d'autres doivent s'acheter tout seuls sur un marché privé, et bien souvent pour plus cher et avec moins de garanties. D'accord, donc on sait maintenant ce qu'on paye et pour financer quoi. Mais la question du début reste entière. Qui, concrètement, met la main à la poche? La manière traditionnelle de voir les choses, c'est d'opposer les ménages aux entreprises. D'un côté, les ménages avec la TVA, l'impôt sur le revenu, de l'autre, les entreprises avec les cotisations patronales ou l'impôt sur les sociétés. C'est une première façon de voir les choses, mais elle est un peu trop simple, elle ne nous dit pas tout. Cela dit, il y a une chose de vrai, et les chiffres le confirment. En France, les entreprises contribuent plus que la moyenne européenne. On parle de 15% du PIB chez nous, contre 9% en moyenne dans la zone euro. Notre modèle social repose donc très lourdement sur les employeurs. Ce graphique illustre un concept super important, le coin socio-fiscal. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée est simple. C'est juste l'écart entre ce qu'un salarié coûte au total à son entreprise et ce qu'il touche vraiment sur son compte en banque à la fin du mois. En France, cet écart est de 47%, l'un des plus élevés d'Europe. Ça veut dire que près de la moitié de la valeur créée par le travail part directement financer notre modèle social.
Mais même cette distinction entre ménage et entreprise, ce n'est pas la plus éclairante. On arrive maintenant au cœur du réacteur, aux chiffres, aux graphiques qui changent complètement la perspective du débat. Regardez ça. Franchement, l'image parle d'elle-même. Cet immense bloc orange, ce sont les prélèvements sur le travail. Depuis près de 30 ans, ils écrasent littéralement tout le reste. La consommation en bleu, le capital en gris, ils sont loin, très très loin derrière. La conclusion est sans appel. La véritable vache à lait du système fiscal français, c'est le travail. Pendant des décennies, l'argument principal pour baisser ces prélèvements a été d'améliorer la compétitivité et l'emploi. Mais les études, elles, racontent une autre histoire. L'Institut des politiques publiques, par exemple, a montré qu'une grande partie de ces baisses de charges a surtout servi à augmenter les marges des entreprises. Et ce n'est pas une étude isolée. L'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, arrive au même constat. Ces aides massives ont surtout restauré la rentabilité des entreprises, mais avec un effet finalement très limité sur l'emploi ou la réindustrialisation. Pire, le CNRS pointe un possible effet pervers. En ciblant massivement les baisses de charges sur les bas salaires, ces politiques auraient pu inciter les entreprises à embaucher plus de main-d'œuvre moins qualifiée, ce qui, au final, freine la montée en gamme de notre économie sur la scène internationale. Alors voilà le bilan. On a un système fiscal qui a été bâti, historiquement, sur une taxation massive du travail. Mais aujourd'hui, face aux grandes mutations de l'économie, à la montée en puissance du capital financier, de l'économie numérique, la question se pose et elle est cruciale. Ce modèle est-il encore adapté aux défis du futur ?